La question des lieux de la représentation théâtrale au XVIIe siècle est très importante. En effet, elle permet de comprendre que les comédiens sont à la fois des personnes qu'on adore, mais dont on se méfie, en particulier le pouvoir politique et encore plus le pouvoir religieux, c'est-à-dire l'Église. La première raison de cette méfiance tient dans le caractère itinérant des troupes. Elles parcourent en effet les campagnes, les villes, et en réalité, elles ont juste assez d'argent pour les costumes et le décor et pour vivre tout simplement. Les comédiens sont parfois accueillis chez de grands seigneurs, mais le plus souvent, ils jouent sur les places des villages. Ils jouent aussi dans les foires commerciales, comme ici dans la grande foire de Saint-Germain à Paris, qui est une énorme foire, comme vous le voyez sur la gravure, où il y a les différents magasins, et les comédiens sont donc devant pour attirer le chaland en quelque sorte. Et puis les comédiens jouent aussi tout simplement dans la rue, notamment dans des endroits particuliers où ils se retrouvent et où les spectateurs savent les trouver, notamment le Pont-Neuf à Paris, qui est un lieu véritablement très connu à ce moment-là, au XVIIe et ensuite au XVIIIe siècle également. Les pièces qui sont jouées dans la rue ou dans les foires commerciales sont des pièces qui attirent le public. Donc très souvent des pièces comiques, en particulier des farces qui sont des pièces très courtes avec un comique assez vulgaire mais assez efficace. Il y a également donc des comédies véritables et puis évidemment lorsqu'on va diversifier le public, on va jouer des tragédies ou des pièces qui sont un peu plus ambitieuses dans leurs propos. À côté de ce théâtre itinérant, il existe cependant des troupes qui jouent dans de véritables salles de théâtre. Mais en réalité, la situation en France est assez particulière. Pour comprendre cette situation un peu particulière, il faut revenir en 1598. En effet, à ce moment-là, le théâtre commence à prendre son essor en tant que divertissement. Les troupes sont plus nombreuses, plus professionnelles, et le public répond à l'appel. L'Église est alors toute puissante, ne l'oublions pas, et elle va limiter les représentations des pièces à des sujets religieux. Ainsi, la première salle de spectacle, c'est vraiment le bâtiment, là, le théâtre en tant que bâtiment, cette première salle appartient au départ à une communauté religieuse qui fait donc jouer des spectacles religieux avec des sujets type la vie des saints ou bien la vie de Jésus. Et malheureusement pour eux, au fil du temps, ces pièces ne vont plus faire recette et donc la salle va être louée à des troupes itinérantes. Ces religieux possèdent donc un monopole qui est un monopole exorbitant puisque en fait c'est la seule salle de spectacle en France et ce monopole arrange bien à la fois le pouvoir religieux mais aussi le pouvoir politique puisqu'ainsi on peut surveiller ce qui se passe dans cette salle. On peut comprendre un petit peu les enjeux des débats et puis la manière dont les spectateurs réagissent. Cela permet en fait de contrôler la vie sociale. Cette salle prend le nom du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne et une troupe va s'y installer et cette troupe va évidemment prendre le nom de la troupe du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. En 1634, signe que l'opinion est décidément en faveur du théâtre, un comédien, Mondori, décide de créer un théâtre dans le quartier du Marais où se concentrent alors les intellectuels de l'époque. Il aménage une salle de jeu de paume qui prend le nom de Théâtre du Marais. Les confrères religieux qui gèrent l'hôtel de Bourgogne laissent faire, parce qu'en fait, au départ, ils ne voient pas vraiment le danger, et ils vont se réveiller en quelque sorte que quand les recettes de leur propre théâtre vont commencer à baisser. Mais c'est trop tard. Richelieu va valider l'existence du théâtre du Marais, et dès lors, il va y avoir une rivalité entre les deux théâtres, une rivalité qui sera rude. Et le roi obligera même certains acteurs et auteurs à passer d'une troupe à l'autre pour apaiser les tensions. C'est au théâtre du Marais notamment qu'il y aura le grand succès de l'époque, à savoir le Cid de Corneille. Enfin, dernière entorse exercée contre le monopole qu'avait la communauté religieuse qui gérait l'hôtel de Bourgogne au départ, le roi va donner une salle d'abord aux comédiens italiens et puis ensuite à Molière. Il va d'abord y avoir une alternance entre les comédiens italiens et la troupe de Molière et puis ensuite Molière va avoir son propre théâtre.
Donc au final, si on observe la situation des salles de théâtre en France sous l'Ancien Régime, on voit que les pouvoirs politiques et religieux n'ont en fait cessé de se méfier de l'agitation possible qu'il peut y avoir lorsqu'on joue du théâtre. Fréquenté par la haute société, la noblesse, la bourgeoisie, le théâtre est un lieu en fait où les gens se rencontrent, discutent et donc où les polémiques commencent. La monarchie, tout comme l'Église, n'aime pas vraiment cette effervescence intellectuelle et elle va donc contrôler d'une manière très étroite l'existence des salles de spectacle avec soit un seul théâtre, soit 2, 3, 4 théâtres, mais en réalité, il va y avoir toujours une surveillance. Les comédiens font peur, le théâtre est une tribune qui est identifiée très souvent comme une tribune politique.